le temps sera très orageux. Merci beaucoup Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus, c'est vendredi, on espère que tout va bien. On sait que la semaine a été très compliquée, très difficile. Vous avez tous mal dormi, à part ceux qui avaient la chance d'avoir une clim, ce qui n'est pas notre cas bien entendu. Ce numéro de téléphone, le 0826 300 300, c'est Zach qui est avec nous aujourd'hui autour de cette table. Philippe Bilger est avec nous, bonsoir Philippe. Ah, vous n'avez pas de micro. Allez-y. J'ai pas de micro. Voilà, ça y est, vous avez un micro. Ça y est, j'ai un micro. Voilà, c'est très ça. bien. Bienvenue. Quel bonheur d'être là, un vendredi de plus, avec une équipe magique là, face à moi. Ah ouais, là, j'aurais pas dit magique, mais bon, si vous le dites. Je vous assure, je ne mens jamais, ma chère Cécile. J'ai pas dit dans quel sens. D'accord. René Chiche est avec nous, journaliste sur le site idbooks.com et Galaxy TV. Comment ça va ? Alors, déjà, je vais dire bonsoir ma choute, si ça ne vous dérange pas. Bah, vous dites ce que vous voulez. voilà. Et j'ai une information exclusive à vous Allez-y. donner. Il fait chaud. Ah, merci. Il fait chaud. C'est pour ça qu'on se dit toujours, mais Et je suis journaliste, quand René est là, tout de suite, il y a une info qui Voilà, claque. et j'en ai même une autre. Allez-y. Non, après je termine. Ouais. Il fait très chaud. Ah oui. Moins cacane, peut-être aussi. C'est Il important. ça. permet tout de même ma shoot. Oui, ça fait J'aimerais que ce soit réservé à certains. Tout à fait cordial. C'est un peu léger, je trouve. Et à ma droite, Bruno de Pommard est avec nous, ancien membre du RAID. Bonsoir. Mais bonsoir, ma chère Cécile. Tu sais, je suis très très content parce que ce matin, peut-être nos auditeurs s'en foutent, mais je pense pas, parce que j'ai eu la chance d'aller remettre les bérets aux 10 nouveaux opérateurs du RAID qui rentrent dans cette fabuleuse Formidable. unité. Voilà, donc 10 opérateurs. Pendant 2 mois, ils ont fait des tests de folie et ils ont réussi. Je suis très très fier d'être allé leur remettre le béret noir. Des bérets. Ouais, tout à fait. Ouais, vraiment. Ouais. C'était un beau moment. Un bon moment. En tout cas, j'en profite pour embrasser Philippe David, bien entendu, qui est sur la route de son week-end. On l'embrasse très fort. On le retrouve lundi à partir de 17h, bien entendu. Allez, le sommaire de cette émission. Un week-end quasi sans alcool à Paris à cause de la canicule. Le préfet de police interdit de boire dans la rue et d'acheter de l'alcool à emporter après 18h. Le verre en terrasse, lui, reste permis. Mesure de bon sens ou entrave à la liberté. François Louis, avec la question du jour. Bonsoir François Louis. Bonsoir Cécile. Et puis vous êtes très nombreux à réagir au 0826 300 300. Et puis sur notre sondage aussi, 57% de oui, 43% de non. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. bien. Et puis globalement, ça va être intéressant ce débat puisque on nous dit interdit, ras-le-bol, cet état paternaliste qui traite son peuple comme des gamins. Voilà, ça c'est Aurélien qui nous dit ça. Et puis il y en a qui trouvent ça normal qu'en cas de forte chaleur, boire de l'alcool, c'est à absolument éviter pour la santé. Et oui, c'est du bon sens. Voilà ce qu'on nous dit un petit peu dans les commentaires, Cécile. En tout cas, continuez à commenter et François Louis reviendra pendant le débat. Philippe Bilger, est-ce que c'est une solution intéressante ou c'est... Oui, à partir du moment où l'interdiction ne me concerne pas, je suis pour. René Non, Chiche. je ne la trouve pas intéressante et je la trouve même ridicule. Allez. Ouais, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. La question du soir, les amis, nouvelle tournure dans le bras de fer entre les ambulanciers et le gouvernement. Pas par responsabilité face à la canicule. Les fédérations de transport sanitaire suspendent donc leur blocage prévu aujourd'hui en région. Mais cette mobilisation se poursuit une fois à Paris devant le ministère de la Santé. Avec la question du jour, François Louis. La question du jour, je vais vous la donner. Êtes-vous choqué qu'en pleine canicule, les ambulances fassent grève ? Vous répondez au 0826 300 300. On va lire vos messages, bien entendu, dans quelques instants. Est-ce que vous êtes choqué que finalement, Philippe Bilger, les ambulances... Oui. Oui, Clairement. Vous êtes choqué ? Un peu choqué. Un peu choqué. Ouais, Bruno moi, ça Pommard me gêne totalement. Eh bien, vous restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 19h. Et tout de suite, c'est le grand débat du jour. Avec Serge qui est avec nous de Sevran. Bonsoir Serge. Bonjour à tout le monde. Comment ça va Serge ? Serge, sur la question, comment ça va je disais ? Chaudement. Vous avez bien raison. À cette question, est-ce que vous trouvez justifié d'interdire la vente de l'alcool un soir de match ? Je suis en accord avec le ministre. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Soyez les bienvenus autour de cette table. Bien entendu, Philippe David n'est pas là aujourd'hui, mais il sera là lundi. Il est en Philippe congé Bilger. climatique. Oui, c'est ça. René Chiche, journaliste sur le site idbooks.com et Galaxy TV. Et puis Bruno Pommard, ancien membre du RAID. Avec, vous le savez, qu'à compter de ce vendredi midi, la consommation d'alcool sur la voie publique est interdite à Paris. Interdite d'acheter de l'alcool en magasin après 18h face à la saturation des hôpitaux. Et tout de suite,
c'est le grand débat du jour. Face à la canicule, le préfet de police de Paris prend des mesures fortes. Un arrêté préfectoral que je publierai ce soir qui interdit la prise d'alcool sur la voie publique à compter de demain midi. Ce sera aussi un arrêté préfectoral qui interdira la vente d'alcool à compter de 18h. Des mesures saluées par la ministre de la Santé. On sait que chacune des canicules entraîne un excès de mortalité. On sait aussi que les mesures de prévention permettent d'éviter des décès. Les vraies voix Sud Radio. Serge de Sevran est avec nous au 0826 300 300. Philippe de hier dans quelques instants dans le 91. Vous disiez, Serge, tout à l'heure que vous étiez d'accord avec le ministre. Vous trouvez que c'est une bonne mesure? En fait, c'est pas une mesure qui passe parce que l'alcool était interdit sur la voie publique. Normalement, on n'a pas le droit de consommer d'alcool sur la voie publique. C'est une loi qui existe depuis des années. Mais le fait de les rappeler... Non, c'est pas interdit. Hein. C'est interdit d'être en état d'ébriété. De consommer l'alcool. Et je peux vous le certifier puisque depuis des années, j'organise des activités sur le quai de Seine à Paris. Et les fonctionnaires de police interviennent et on a parlé de mettre des panneaux pour rappeler aux gens la législation. Sur des événements. Alors c'est sur des événements peut-être, mais peu importe. C'est une certitude. Ok. Écoutez, à voir, mais très sincèrement, je pense pas. Non. Vérifiez, s'il vous plaît. Ouais. Allez-y, on vous écoute, Serge. Donc, c'est très bien de le rappeler, que tout le monde fasse attention. Vous savez très bien que lorsque l'on boit que ce soit, l'alcool ne déçoive pas. Un verre d'eau à peu près fraîche, c'est très bien, ça suffit. La consommation d'alcool dans des moments avec des grandes chaleurs, on a déjà la tête qui tourne, on n'a pas l'esprit très clair. On ne fait que renforcer ces symptômes et c'est dangereux publiquement parce qu'on peut être agressif. On peut se faire agresser parce qu'on n'est pas suffisamment clair pour pouvoir évaluer les situations. Enfin, c'est qu'une source de problème, l'alcool. Ouais. Mon cher Serge, je voulais juste on a vérifié. La loi française autorise la consommation d'alcool dans l'espace public aux personnes majeures comme aux mineurs à condition qu'elles ne présentent pas de signes d'ivresse. Ivresse manifeste, c'est-à-dire si on est bourré sur la voie publique, effectivement, on est peut-être même potentiellement mis en garde à vue par les fonctionnaires de police. J'imagine que sur une manifestation, c'est peut-être un peu différent, peu importe. En tout cas, vous restez avec nous, Serge. Philippe est avec nous de hier au 0826 300 300. Bonsoir Philippe, bienvenue. Oui, merci. Bienvenue. Ma réaction est la suivante. Moi, je suis totalement opposé à cette mesure une fois de plus. Alors, attendez, Philippe, on va tester la ligne parce que on sent que ça passe mal. C'est-à-dire que vous avez un peu de coupure. Restez avec nous. Philippe Bilger. Vous trouvez ça scandaleux, vous? Non, je trouve que le préfet de police a raison. Si on était assuré du sens de responsabilité de tout le monde, il n'y aurait pas de problème. Mais je crois comprendre que boire de l'alcool par des températures comme celles qu'on vit à l'heure actuelle est dangereux pour la santé et je n'ose imaginer les conséquences pour la société et la sécurité de ceux qui boivent de l'alcool dans ce climat-là. Donc je trouve qu'il a totalement raison. René Chiche. Oui, alors d'abord c'est une recommandation, c'est pas une mesure qu'a décidé l'ONU. C'est à chaque préfet de décider si oui ou non il veut interdire la vente d'alcool. En tout cas à Paris c'est interdit. Oui, absolument, oui. Mais pour les autres préfets, c'est une recommandation. Absolument, absolument. Alors moi, déjà, ce qui me choque dans cette proposition, dans cette recommandation, c'est qu'on part du postulat que quiconque achète une bouteille d'alcool est un alcoolique, vous voyez, est un ivrogne, est un soulard, est quelqu'un qui va vomir dans la rue, est quelqu'un qui va tomber dans l'excès, qui va casser du matériel urbain. C'est absolument faux. Vous pouvez très bien acheter une bouteille de rosé ou un pack de bière et ne pas être automatiquement un alcoolique. Donc déjà, il y a un postulat de départ qui me gêne fortement. Deuxièmement, la mesure qui consiste à interdire la vente, certes, chez les cavistes déjà chez les cavistes qui à mon avis vont d'ailleurs faire un recours, vous allez voir, contre l'État pour être dédommagés de leur perte de chiffre d'affaires sur aujourd'hui, ça c'est sûr, vous allez voir, ils vont le faire. Ils auront raison parce que la responsabilité ils ont le droit d'acheter de l'alcool entre 7 et 18 heures. 7h du matin et 18 heures, donc il n'y a pas de... Oui, non, mais ils ont quand même un manque à gagner, puisqu'il y a à un moment donné, on ne peut pas acheter chez un caviste. Entre 7 et 19 heures. Entre 7h et 18 heures. À partir de 18 heures, c'est interdit, on est
d'accord. Mais avant, tu peux te bourrer la gueule. Ah bah non, mais attendez, il y a des cavistes qui sont des fois ouverts jusqu'à 21h, 22h. D'ailleurs, on entendait encore un caviste ce matin qui protestait justement fortement contre ça. Et troisième chose, alors justement, interdire dans les hypermarchés, les supermarchés, les grandes surfaces, bien sûr, ça c'est pas de problème, puisqu'ils vont fermer les rayons alcool. Mais excusez-moi, mais moi, par exemple, dans ma rue, j'ai 3 supérettes, je connais les commerçants, mais depuis 15-20 ans, vous voyez, qui ferment à minuit. Donc, si je vais rentrer tout à l'heure vers 20h30, 21h dans mon quartier, je vais aller voir les gens qui me connaissent, qui m'appellent par mon prénom, moi aussi. Bonjour René, bonjour Monsieur Antin, voilà. Est-ce que tu peux me vendre une bouteille de vin rosé, mais il va me le vendre. Donc, c'est impossible à contrôler, en plus, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait 2 policiers devant même les supérettes, devant les donc, c'est une mesure pour moi qui est même un peu à la limite du ridicule. Et dernière chose, pourquoi ne pas alors interdire dans cette période de canicule le jogging qui crée énormément de malaise, et il y a plein de gens qui, à la suite d'un jogging, vont à l'hôpital. Vous pouvez pas mélanger les deux. Philippe de Hier est avec nous. On vous a récupéré, Philippe. Pardon, vous entendez pas tout à l'heure. Excusez-moi, j'avais dû... Non, mais je vous en prie, vous avez mis une fourchette pour que ça marche. Oui, mais bon, la fourchette est un peu plus large que prévu. Allez-y. Je suis totalement d'accord avec René cette mesure est stupide, mais à un point, je n'en reviens pas. Ce gouvernement qui n'a pas de résultats économiques arrive maintenant à interdire aux gens de boire. Je voudrais quand même rappeler des choses. C'est ce gouvernement Macron qui a supprimé 15 000 lits d'hôpital. Alors quand on vient nous dire qu'il faut alléger les hôpitaux, mais on a supprimé 15 000 lits. Première chose. Depuis la canicule de 2003, je ne sais pas si vous vous en souvenez, tous les Français cotisent le lundi de Pentecôte pour la climatisation des écoles, des EHPAD. J'ai fait le calcul, c'est 60 milliards. On n'a aucune information d'aucun média sur le devenir de ces 60 milliards. Alors cette mesure qui va rien changer, moi je vous le dis honnêtement, j'irai acheter comme j'ai entendu à l'instant une bouteille de rosé chez mon caviste du coin, j'en ai rien à cirer, ça suffit là. C'est-à-dire, on n'a pas de résultat dans aucun plan, on vient toucher aux libertés individuelles, mais laissez les gens faire ce qu'ils veulent, et puis s'ils sont bourrés, et ben on les interpelle et ils payent une amende. Mais laissons un peu les gens tranquilles. Arrêtons d'empêcher les boulangers de travailler le 1er mai, etc. Je veux dire, ça n'arrête pas dans ce pays. On rabote. Alors, voilà. À consommer avec modération, bien sûr. Est-ce que, Bruno Pomar, vous trouvez, à force d'avoir des excès des uns, finalement, on arrive à punir tout le monde? Oui, non, mais encore une fois, c'est un principe de précaution. L'autorité, l'État, le ministre de l'Intérieur et surtout le préfet de police a aussi cette responsabilité de mettre en garde les gens. Et pour mettre en garde les gens, évidemment, il dit à partir de 18h, interdiction au commerce de vendre de l'alcool. Bon, en soit. Mais quand parce que moins d'alcool, c'est moins de débordement dans l'absolu. Écoute, si les gens veulent en avoir, d'abord on peut l'acheter avant, donc c'est déjà fait. Les gens qui veulent se bourrer la gueule et contourner l'interdit, l'achètent avant, et puis les jeunes font ça à toutes les fêtes possibles. Donc là, ce que fait le gouvernement, c'est simplement ouvrir le parapluie en disant... Ah ben on a dit que c'est interdit de vendre. C'est-à-dire que si demain il se passe quelque chose, on pourra dire, il y a toujours des mauvais coucheurs qui vont dire, ah mais pourquoi le gouvernement n'a pas averti? Parce que comme on est un pays d'assistés aussi, évidemment s'il se passe quelque chose, on va dire, mais pourquoi le préfet de police n'a pas interdit? C'est ça, c'est très français ça de toute manière. Donc je pense qu'ils l'ont fait pour se couvrir, mais ça n'empêchera pas les gens de vouloir picoler ou quoi. Et encore une fois, il faut le faire intelligemment, du bon sens, de la responsabilité, c'est tout ce qu'on attend des gens. Oui, je suis frappé. Allez, non, je juste c'était comme les boîtes de nuit. Les gens arrivaient déjà bourrés en boîte de nuit. Je suis frappé de voir à quel point le climat contre le pouvoir est tellement intense que même des mesures, moi, qui m'apparaissent légitimes, sont contestées. Et deuxième élément, lorsque notre ami dit il suffit d'interpeller, la police n'a pas assez à faire, elle n'est même pas capable d'interpeller, par exemple, les fauteurs de troubles authentiques, et on voudrait qu'elle ait en plus le travail d'interpeller les alcooliques. Non. La loi est bien claire. Interdiction, on a vu. On peut boire, à partir du moment où on est bourré, la police peut t'interpeller, te mettre en garde à vue et te mettre en salle de dégrisement. Philippe, je ne sais pas quel est votre avis sur les forces de l'ordre, mais est-ce que vous ne pensez pas que dans des moments comme ça, alors il y a le football, il y a la canicule, que c'est aussi une façon de délester un peu les forces de l'ordre? Oh, mais bien sûr qu'il faut alléger les forces de l'ordre et les laisser souffler. Je veux dire... Il faudrait prendre la mesure des choses. On envoie des centaures contre des agriculteurs parce qu'ils n'abattent pas leur... C'est pas faux. C'est pas faux. Les manifestants après un match de football cassent Paris
et on n'envoie pas de force de l'ordre. Et puis là, il faudrait effectivement que la police interpelle tout le monde. Non, ça suffit là. Faut arrêter un peu, laisser les gens vivre, quoi. Mais est-ce que, pardon, je fais l'avocat du diable, mais est-ce que nous sommes pas dans une situation un peu particulière avec la canicule, où effectivement ça tombe un peu comme des mouches un peu partout, les gens n'ont pas dormi. Est-ce que là on n'est pas dans une petite exception quand même? Vous avez le droit de m'envoyer dans le mur, Philippe. Je vous envoie pas dans le mur, Cécile. Je dis simplement, moi j'ai un principe clé dans la vie, c'est la liberté. Oui. La liberté d'expression. Quand je vois le nom d'humoriste, j'en citerai pas un, mais qui est interdit sur tous les plateaux, tous les départements. Et là, on va empêcher les gens de boire un verre. Mais si les gens ils vont pas bien, ils vont pas bien. Mais arrêtons, l'interdiction, ça m'insupporte d'interdire de plus en plus de choses. Alors bougez pas, Philippe, parce que là nous avons Achour qui nous appelle au 0826 300 300 d'Evry. Bonsoir Achour. Bonsoir. Comment ça va Achour? Je lui dis comme si je le connaissais depuis toujours. Oui. Ah oui. Achour, quel est votre avis? Vous écoutiez Philippe il y a quelques instants et Serge et nos vraies voix. Qu'en pensez-vous? Alors mon avis, déjà, c'est fait dans un cadre. Bon bah déjà on n'a pas d'alcool mais on n'a pas de réseau. On n'a rien ce soir. Achour, on vous entend pas très bien. Je pense qu'il y a un problème de téléphone. Est-ce qu'on peut récupérer Achour? Achour, vous m'entendez? Alors peut-être. Achour, vous êtes haché. Non, ça marche pas. Alors, bougez pas, on va vous reprendre dans un instant. Il y a un problème aussi, je rebondissais. C'est vous, Philippe, qui vouliez parler il y a quelques instants, non? Oui, non, mais je voulais dire que même sur ce sujet, il est difficile d'avoir une position tranchée. Oui. J'écoute ce qu'a dit René et Bruno et je comprends le principe de liberté. Mais il me semble, comme vous l'avez très bien dit, Cécile, il y a des circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier des parenthèses. Oui, Achour, on a 50 secondes. Je vais essayer de résumer correct. Alors voilà, je vais essayer de résumer ce que j'ai envie de vous dire. Le principe de précaution, c'est ce que le gouvernement doit faire, parce que s'ils ne font rien du tout, on va dire qu'ils n'ont rien fait du tout, et on va leur en vouloir. La liberté pour les Français, c'est très sacré. Moi, je vais partir du principe que dans ce type de situation, la personne est en état d'ivresse sur la voie publique. Déjà, au niveau de la législation, il existe une verbalisation, voire direct au poste. Voilà. Maintenant, moi, je vais aller plus loin. Vous encombrez les urgences avec quelle que soit pour la raison médicale, mais par connaissance de cause, c'est-à-dire, moi j'irais même plus loin, la cigarette, l'alcool, tout ça, cirrhose du foie, malaise lié à vous payez l'intervention à l'hôpital, une franchise au niveau de la mutuelle et au niveau de la sécurité sociale. Alors ça c'est un autre sujet, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Effectivement, il y a des gens qui aimeraient que ceux qui, un accident est un accident, mais si vous effectivement vous buvez ou si vous montez sur des montagnes, alors que c'est interdit de skier en haute montagne et que vous cassez la figure, et à un moment donné vous prenez des risques, effectivement vous payez. Merci Achour, merci Serge, merci Philippe. Il y avait Nathalie aussi qui voulait parler, mais vous êtes assez nombreux à réagir sur cette question. Vous restez avec nous dans un instant, la suite. Le seul contre tous avec René Chiche. Vous dites: je propose la panthéonisation de Michel Colucci, donc Coluche. Et Philippe Bilger, vous dites que les méprisants sont des imbéciles. On reviendra sur une séquence de l'émission Quotidien dans quelques instants. Soyez les bienvenus et merci de votre fidélité. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. On espère que vous allez bien. On est ravis de vous accueillir dans cette belle maison Sud Radio. Parlons vrai avec autour de cette table pour débattre avec vous Philippe Bilger qui était avec nous, René Chiche, journaliste pour le site idbooks.com et pour Galaxy TV, et Bruno Pomar, bien entendu, ancien membre du RAID. Ils vont devoir s'opposer aux deux autres. C'est le seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Qui veut commencer, René Chiche ou Philippe Bilger? Moi, ça m'est Comme égal. Vous voulez, ma C'est Cécile qui décide. Allez, René Chiche, puisque vous êtes en premier sur la conduite. Et puis on fera un peu plus long, je pense, avec René. Je pense qu'il va prendre une douche. Je suis tellement original et intéressant. Donc ça va être un peu plus chiant, c'est ça qui veut dire. Intéressant, original. Le débat va être passionnant. Vous proposez que la panthéonisation pour Coluche. Voilà, Michel Colucci, dit Coluche. Et je suis sérieux. Voilà. Bon, il y a quelques jours, on a assisté à la panthéonisation de Marc Bloch, c'est une très belle chose. Mais moi, je trouve que Coluche mériterait lui aussi une
panthéonisation. Vous savez que pour être panthéonisé, c'est d'ailleurs une initiative du président de la République. Président de la République. Il faut les critères de sélection, c'est en fait comment dire, mériter. Avoir mérité au nom de la République, quoi. Ouais. En gros, je résume, c'est un peu compliqué. Mais il n'y a pas vraiment... Illustre un peu, quand même. Ouais, oui, comment ? Il y a un personnage illustre. Oui, aussi. Ce qui est le cas de Coluche. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de critères réellement écrits. Hein. Je me suis renseigné, il n'y a pas de critères réellement écrits. Okay. Or, moi, Coluche, non seulement, on en a parlé la semaine dernière pour ses 40 ans, et j'ai pas pu faire mon seul contre-douce parce que justement, ça venait un peu doublon, mais là, je le fais aujourd'hui. Coluche, c'est d'abord un grand artiste, quoi qu'on dise. Un grand humoriste qui a toujours, quoi qu'on dise, éveillé autour de lui une sorte d'unanimité, quoi qu'on dise. Vous voyez, il avait quelques détracteurs, mais la France entière l'aimait. Mais au-delà de l'artiste, pourquoi je voudrais panthéoniser Coluche ? Parce que Coluche n'a pas été seulement un artiste, ça a été un homme qui s'est vraiment impliqué pour la République, pour la France, pour les Français, avec les Restos du Cœur, restaurants du Cœur, depuis 41 ans. Aujourd'hui, 161 millions de repas distribués, 1,5 million de Françaises et de Françaises dans la pauvreté qui sont accueillis chaque année, dont 100 000 enfants de moins de 3 ans, 75 000 bénévoles réguliers, 30 000 bénévoles occasionnels. Une loi Coluche, grâce au Restaurant du Cœur en 88, sous le gouvernement Rocard, qui permet une défiscalisation. Donc cet homme, qui en plus vient du peuple, incarne, pour moi, des véritables valeurs de la République. La solidarité, la fraternité, la générosité. C'est un homme en plus que les Français aiment, apprécient, et je trouve que ça apporterait, vous voyez, une modernité au Panthéon. Pourquoi ne pas faire entrer au Panthéon, si la famille de Coluche l'accepte, parce qu'il faut que la famille l'accepte, bien sûr. Pourquoi ne pas faire entrer au Panthéon un grand artiste ? Je sais qu'il y a Joséphine Baker, qui est un peu la seule artiste qui est panthéonisée actuellement. Mais pourquoi ne pas ? Et je suis sûr que cette panthéonisation de Coluche provoquerait en France un regain, je suis sûr, d'adhésion, d'émotion et d'adhésion, parce que c'est un homme qui a œuvré pour la France. Et d'ailleurs, il reste dans l'histoire de France avec les Restaurants du Cœur. C'est un homme qui a agi socialement vous avez raison, il est long. Mon cher René, d'abord, votre talent au début a été gêné, vous aviez du mal non mais sérieusement, à argumenter, vous cherchiez des raisons de panthéoniser. Ensuite, vous êtes arrivé au Resto du Cœur, on l'attendait avec Bruno, c'est un argument qui peut paraître fort mais qui ne l'est pas. En réalité, autant je ne méprise pas l'histrion qui a un rôle humanitaire et qu'il est tout à fait normal même éventuellement de vouloir comme président de la République. Il n'aurait jamais pu l'être, mais il a eu raison de se présenter. Autant je trouve que votre point de vue abuse réellement de la liberté qui vous est laissée. Parce qu'on ne peut pas continuer une dégradation de la panthéonisation avec un Coluche. Certes, il a fait les Restos du Cœur, mais tout de même, ça n'est pas un homme à ce point irréprochable. Je ne parle même pas de la drogue qu'il consommait régulièrement, qu'on ait envie de le voir au Panthéon. Il faut être sérieux, mon cher. Non, mais pardon, vas-y, je t'en prie. Non, parce que, excusez-moi, vous confondez là la vie un peu privée de Coluche. Moi, je m'en fous. Attendez. Non. Une vie parfaite. Non, mais Marc Bloch, il avait une vie privée, une vie publique. Non, mais cet homme a quand même œuvré pour le bien. Allez. René Chiche, il est souvent dans l'excès sur des sujets. Et là, il est en train de totalement déraper. Dans la conviction. Totalement déraper. Non, parce que, excusez-moi. Mais vous avez des archaïques. Mère Teresa, on la met où ? Non mais Mère Teresa, mais pourquoi me parler de Mère Teresa ? Non mais je pense à elle aussi, on aurait pu peut-être la mettre au Panthéon aussi. C'est très fin. Et alors qu'est-ce que je vous réponds ? Pourquoi pas Mère Teresa ? Il faut pas tout mélanger, c'est un personnage atypique, Coluche c'est vrai, il a fait de belles choses avec les Restos du Cœur, malheureusement on aurait aimé que ça s'arrête, mais ça continue du plus belle. Il y a des limites dans tout. Et là vous êtes en train de démystifier un peu toutes ces institutions, toutes ces choses qu'on met en place. Et à un moment donné on ouvre l'Élysée à qui veut aller à l'Élysée. En même temps on n'a pas toujours des gens performants qui vont. Simplement je crois que
vous êtes complètement à côté de la plaque. Mais non, parce que vous, tous les deux, vous êtes un peu des archaïques avec vos poncifs. Vous n'avez pas un zeste de modernité. Mais écoutez, je me trompe rarement. Excusez-moi de vous le dire. Je suis sûr qu'une panthéonisation de Coluche, je sais pas, dans les 3-4 ans, vous verrez que la France adhérerait sans aucun problème, parce qu'il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas que... En plus, moi, mon père a fait la guerre pendant 5 ans. Il n'y a pas que les résistants. Mais bien sûr. Il n'y a pas que... Mais non, ils ont sauvé la France. Mais ça montrerait la dégradation de la France. Mais pas du tout. Excusez-moi, en plus, Coluche, c'est aussi un exemple, non seulement un enfant du peuple, et aussi quelqu'un qui vient de la diversité, parce qu'il a des origines italiennes. Je trouve que ça correspondrait magnifiquement à faire entrer cet homme au Panthéon. Ça serait une porte ouverte, mais je sais pas pourquoi vous êtes ancré sur vos Émile Zola, sur Robert Badinter que j'apprécie, mais qui en plus c'est sympa pour ceux qui en plus faisait beaucoup moins l'unanimité que Coluche. Badinter, je peux vous dire, il est rentré au Panthéon alors que c'est un homme que j'estime, mais avec la peine de mort. Je suis contre, et même la suppression des QHS et la libération des prisonniers. Mais quel rapport? Mais non, mais pour vous dire que vous voyez, comme quoi il y a quelqu'un comme Coluche. Vous êtes paumé. Non, il est perdu. Non, je suis pas paumé, j'ai ma conviction. Ça vous gêne. Et surtout, j'ai mis en valeur le fait que je suis peut-être ici le plus moderniste, le plus original par rapport à vos archaïsmes. Vous êtes le plus démagogique. Non, pas du tout. Est-ce que vous avez entendu beaucoup de gens qui ont proposé la panthéonisation de Coluche? Bien sûr. Il y a toujours un crétin qui vient parfois. Philippe Bilger, depuis qu'il a fréquenté pas à vous. Philippe Bilger, depuis qu'il a fréquenté Cannes, maintenant il est très people, c'est pour ça que ça recommence. Je pense qu'il a pris un coup de chaud, René Chiche. C'était un bon sujet. Ah oui, c'était un bon sujet. Mais pas facile à défendre. Bravo. Ben, pas facile, parce qu'en face de vous avez quand même des ténors de la contradiction. Cécile, non seulement c'est pas facile à défendre, mais il a été battu à plat de coups. Pas du tout. Je crois que je vous ai bien piqué tous les deux. Vous avez passé une fin d'émission très mauvaise. S'il vous plaît, vous allez pouvoir vous venger sur Philippe Bilger, qui nous explique que les méprisants sont des imbéciles. Yann Barthès se moque de ceux qui vivent sous les toits et se plaignent de la chaleur étouffante. Avant de faire votre seul contre tous, on va vous faire écouter la séquence. Comme on le disait hier, tout le monde a chaud. C'est rare d'ailleurs de vivre un événement universel. On est tous logés à la même enseigne. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura chaud. Il aura aussi chaud que vous ou que votre voisin du dessus ou du dessous, et que vous habitiez dans le nord, dans le sud, enfin non. Il y a cette catégorie de personnes qui est plus concernée que tous les autres. Il fait extrêmement chaud chez moi, évidemment. En plus, j'habite sous les toits. Donc... Il y a ceux qui vivent sous les toits. Et il le précise. J'habite au 3e étage, sous les toits. Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort, car j'habite sous les toits. Tout le monde s'en fout. Philippe Bilger. Alors, s'il y a une chose que je déteste dans la vie, et dans la vie médiatique notamment, c'est le mépris. Je veux dire... Et j'insiste sur le caractère imbécile du mépris, parce que on peut avoir tendance parfois à considérer que l'être qui méprise a forcément un peu de réflexion, un peu de lucidité, qu'il se permet de juger les autres, et donc après tout il a peut-être une légitimité pour le faire, alors que profondément, et il en est un parfait exemple, celui qui méprise à la fois la misère, les difficultés sociales et le fait que certains vivant sous les toits, supportant mal la chaleur, dans des conditions difficiles, osent le dire, eh bien c'est profondément un imbécile. Bon, ça peut être de l'humour. Ça peut être de l'humour. Voilà, vous m'avez. Mais écoutez, moi, cher Philippe, vous n'allez pas vous offusquer pour ce ricanement de Yann Barthès. Franchement, je trouve que lui accorder trop. Permettez-moi. Je trouve que vous lui accordez beaucoup d'importance. Oui, effectivement, moi, ça me fait plutôt rigoler. Vous voyez, il y a même aussi celui de France 5, là, Bertrand Chameroy, qui fait un peu le même genre d'humour, qui a fait un peu le même genre d'humour. On va pas citer tous les gens de. Non, mais voilà. Mais franchement, il y a rien de très. Je pense, venant de quelqu'un d'autre, je comprends un peu, je vais pas être complètement d'accord avec Philippe, mais je le comprends aussi, venant d'une autre personne, d'un véritable humoriste, un mec qui a du talent, on aurait pu le prendre à un autre degré et presque en rire. Mais venant de lui, effectivement... C'est pourquoi ?
Parce que c'est une espèce de bobo, d'animateur bobo. C'est un peu des clichés, ça. Encore des poncifs, encore des clichés. Mais j'aime ça, mon cher. Mais je l'adore pas, moi. Vous adorez ça, même je le regarde quasiment jamais, mais c'est pas un bobo. Là où Bruno, vous avez raison, on aurait pu dire la même chose, avoir de l'esprit sans mépriser. Il faut du talent. En réalité, derrière, on méprise une catégorie qui n'a pas le loisir, évidemment, d'avoir du frais, alors que Yann Barthès, dans des conditions où il vit, n'a pas de problème. Bien sûr. Il y a du mépris, de la dérision. Il n'a peut-être pas la clim chez lui, hein. C'est pas parce qu'il est d'accord. Non mais regardez, moi j'ai pas la clim chez moi, ça m'a pas choqué. Quand on veut rigoler, comme le faisait. Alors je vais pas sous les toits, c'est sûr. Et quand on veut rigoler sur des sujets aussi difficiles que ça, parce que c'est difficile de décoller là-dessus, il faut avoir le talent d'un Coluche, d'un Bigard, etc. Et ça, on peut à la limite en rire. Mais venant de lui, encore une fois, qui se contente de faire l'animateur à 2 balles, et ça ira bien. Oh, comme vous dites. Mais si. Non, mais René Chiche, il adore. Non, mais sérieusement, qu'est-ce qu'il y a de choquant ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y a de choquant ce qu'il a dit? Mais c'est choquant. C'est méprisant. Attends, on est encore dans les temps. C'est choquant, tout simplement, René. Parce que lorsque vous écoutez cette apparence d'esprit, derrière, il y a la volonté d'inégalité et de moquerie à l'égard de gens qui n'ont pas les moyens qu'il a. Et je conseille... Mais non, mais si vous écoutez... C'est vous qui faites cette analyse d'un animateur, comme vous dites, bobo, un mot que je déteste. Bobo, je sais pas ce que ça veut dire. Vous les aimez bien, mon cher. Mais non, mais ça veut dire quoi, bobo? C'est quoi, bobo? Bah, c'est les mecs, le Parisien. Je suis parisien. Avec la comment on appelle ça, là? Mais non. La veste polaire dégueulasse. Mais non, bobo, ça m'a inventé une caricature pour mépriser des gens, je ne sais pas quoi. Insupportable. Je comprends pas comment vous souteniez un gars comme ça. Mais attendez, d'abord, je ne soutiens pas Yann Barthès, je le regarde jamais pour commencer. Mais je trouve que ce qu'il vient de dire, d'ailleurs, il réagissait en plus à un sujet, visiblement. Il réagit. Bon, franchement, il n'y a rien de. Il a fait l'humour, c'est tombé à l'eau, voilà. Comment? Il a fait l'humour, c'est tombé à l'eau. Franchement, il fait ça toute la journée. Alors franchement, votre seul contre tous, il n'est pas d'un très haut niveau aujourd'hui. Vous aussi, votre humour parfois, Cécile. Mais parce que derrière l'humour, vous avez raison, Cécile, il y a parfois des choses beaucoup plus graves, et notamment de la bêtise. Non, votre seul contre tous n'était pas d'un très très bon niveau, vous le savez vous-même. Je pense que la canicule a empêché votre intelligence habituelle de s'exprimer. C'est drôle, vous croyez nous payer la rançon de Coluche? C'est ça. Que j'ai gagné un magnifique combat. Vous avez été écravé. Pas du tout. Pas du tout. Allez, on y va, c'est fini cette querelle. On vous remercie. Allez, dans un instant, 9 fois en plus. Faire rêver des enfants hospitalisés grâce à un voyage à moto de 6000 km. C'est le défi un petit peu fou, lancé par l'association Juste Humain. Nathalie Nikolov sera avec nous dans quelques instants. Soyez les bienvenus. 17. Soyez les bienvenus avec nous jusqu'à 19h ce soir et juste après nous le rugby, parce que c'est la finale du top 14 demain. J'y vais. Vous êtes pour qui, Toulouse? Un VIP. Quel beau quel beau. J'y vais. Vous êtes pour qui? Et il y a mon copain Bernard Laporte avec son équipe de Montpellier. Il est adorable. Bruno, il m'a proposé de venir avec lui. Il est généreux. Non, mais ma question, vous allez répondre à ma question. Vous êtes pour qui? Toulouse ou Montpellier? Toulouse, évidemment. Que le meilleur gagne. Ah ouais, parce qu'il connaît rien en rugby, c'est pour ça qu'il dit ça. Malheureusement, Toulouse est favori. Et donné favori, Toulouse. Ouais. Vous ne pourriez pas nous le dire à la Belge, ma chère. C'est sûr, bien sûr que oui. On ira voir le rugby ce soir. Les amis, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et faire rêver des enfants hospitalisés grâce à un voyage à moto de 6000 km, c'est le défi un peu fou lancé par l'association Juste Humain. Nathalie Nikolov est avec nous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Cécile. Vous êtes fondatrice et présidente d'honneur de l'association Juste Humain. Comment est née forcément cette idée d'aller jusqu'au Cap Nord en fait? Tout simplement avec un bénévole qui s'appelle Morgane Barial, qui fait déjà des photos à l'hôpital, puisque nous on apporte là à la culture aux enfants hospitalisés et à leurs familles. Oui. Et Morgane est aussi passionné de musique et de moto, et il a eu envie de faire ce grand parcours et de le transformer en une aventure humaine. Et du coup, il a évidemment pensé à Juste Humain. Et on s'est dit que c'était une idée formidable parce que les enfants allaient pouvoir suivre leur parcours. Et c'est un défi sportif, mais surtout un défi humain. Et Dieu sait que ces enfants sont dans le défi au quotidien.
Alors l'association, justement, c'est pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une façon d'améliorer, bien entendu, le quotidien des personnes et des enfants malades. Exactement. Nous, on a des parenthèses de culture et artistique. Donc, ça va de la musique, de la photo, le théâtre. On sort d'une semaine de la mode. On a fêté 10 ans d'une édition où les enfants ont créé leurs vêtements et défilé avec des marraines de cœur. Et on fait plein de projets, autour de l'art et la culture, pour les enfants et les adolescents. Et ça veut dire que les enfants hospitalisés vont pouvoir suivre cette cavalcade, j'ai envie de dire, de 6000 kilomètres. Exactement, parce que nous, notre défi, c'est de mettre les enfants en action. Et là, ils vont pouvoir visionner un peu ce qui se passe et surtout profiter de direct avec Morgane et poser des questions à travers tout son parcours. En parlant de poser des questions, Philippe Bilger, vous direz... Justement, je trouve ça, sur le plan du cœur, admirable. Je ne le discute pas, mais est-ce que vous pensez que ces enfants souhaitent vraiment ce type d'entreprise ? Alors, on les force pas. Donc, ils participent, ils ont envie de participer. Donc, certains enfants ont très envie, d'autres peut-être moins. Mais l'idée, c'est d'être force de proposition. C'est extrêmement important. Oui. En tout cas, pour les stimuler. Vous qui faites beaucoup d'engagement. Vous savez, c'est les soins, mine de rien, pour ces enfants. De pouvoir faire ça, de pouvoir vivre ces moments-là, en relation avec cette aventure qu'ils vont vivre. Donc, je pense que c'est très, très important, même pour leur santé. Parce que le moral, c'est quelque chose d'essentiel quand on est malade, qu'on soit enfant ou adulte ou autre. Et donc, je pense que ça les stimule, ça va les... Moi, je trouve ça formidable. Tout ce qui permet d'aider nos enfants malades, et Dieu sait, malheureusement, s'il y en a beaucoup, je pense à Necker, où j'allais souvent, c'est important de le faire et bravo madame. Nathalie, ça veut dire que les enfants se projettent aussi dans ce défi, ça enjambe quelque part la maladie? Ils se projettent dans des énergies extrêmement positives. Le lien avec l'extérieur est extrêmement important. Souvent, il y a de l'enfermement, il y a de l'isolement pendant le parcours et pendant les traitements. Donc, on essaye de rééquilibrer un petit peu les choses avec ce type de propositions et de projets. Et je trouve que le fait de parcourir un aussi long voyage, visiter de nouvelles contrées, c'est un rêve, c'est un souffle dans une vie difficile. Alors, ça veut dire que ça démarre demain, c'est ça ? Alors nous, on fait un pré-départ avec Morgane, parce qu'on avait véritablement envie de fêter ça. Donc à 10h, à l'église Saint-Jean à Montmartre, il y aura la République de Montmartre, les petits poulbeaux avec leurs tambours, et évidemment une partie de l'équipe de l'association qui sera présente pour fêter ce départ. Voilà. Le vrai départ sera le lendemain. D'accord. J'imagine que comme toute association, vous avez besoin d'argent, de soutien ? Évidemment, c'est le nerf de la guerre pour construire et proposer toutes nos actions. On intervient surtout en Île-de-France, mais on est aussi dans d'autres régions et un peu en Europe également sur certaines actions. Donc c'est extrêmement important pour nous maintenir une qualité de travail et tout simplement apporter du matériel à l'hôpital. Mais on a également besoin, en plus des dons, donc vous pouvez aller sur notre site, Justine officiel. On a aussi besoin de bénévoles, bien évidemment, de compétences et de partenaires, qui nous permettent de construire les plus beaux projets possibles et les plus professionnels. Pour ce défi-là, il vous a fallu combien de temps pour le monter ? Est-ce qu'il a fallu des autorisations ? Est-ce que c'est compliqué quand on est une association de réaliser ce type de rêve ? Oui, ça prend un petit peu de temps. Donc, on a vu tout ça avec Morgane. Il y a une équipe de l'association qui est venue en renfort pour justement avoir toutes les autorisations et que ça se passe le mieux possible. Voilà. Après, il n'y a pas d'enfants qui vont aller sur la moto, donc c'est facilitant. Il n'y a pas de problématiques hospitalières qu'on rencontre souvent. Là, il n'y a pas de contraintes. C'est vraiment sur visio, sur nos réseaux sociaux, les enfants peuvent intervenir. Ou sinon, ils nous écrivent en off ou ils nous appellent pour qu'on mette en relation avec Morgane. Ça me fait penser à quelque chose quand la dame dit ça par rapport aux réseaux sociaux. On est souvent à dire actuellement avec tout ce qui se passe, les violences sur les réseaux sociaux, etc. Mais aussi les réseaux sociaux, ça sert à ça. Ça permet de rester à ces enfants en contact avec ces aventuriers et de leur faire vivre des moments forts. Et je trouve que c'est formidable. Ça, c'est le côté positif de nos réseaux sociaux. Et ils ont besoin de vous. C'est une association de vous êtes combien à travailler dans cette association ? Alors, on est à peu près 180 d'artistes qui interviennent. Il y a beaucoup d'artistes parce qu'on est toutes les semaines à l'hôpital. Donc on a des forces vives artistiques. On est aussi donc également à Lyon de façon très prégnante. Donc il y a ça et après il y a tout ce qui est encadrement, développement. Après il y a d'autres strates d'intervenants et de bénévoles.
Eh bien, merci beaucoup Nathalie Nikolov d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondatrice et présidente d'honneur de l'association Juste Humain. Et on vous retrouve demain. Donc le départ sera où, rappelez-nous? Donc à 10h à l'église Saint-Jean à Montmartre. Et ben voilà, et ben on suivra bien entendu avec bonheur en tout cas cette belle initiative. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous faites pour les enfants. Dans quelques instants, juste après le journal, ce sera le réquisitoire de Philippe Bilger. Vous dites que vous êtes contre le fait qu'on divulgue les résultats des tests antidrogue au gouvernement. On va en parler dans. Sébastien a raison. Le cornu. Vous dites effectivement qu'il a raison. Quentin est avec nous. Quentin. Bonsoir. À partir de 18h30, la question du jour. Les transporteurs sanitaires privés suspendent leur blocage en région et se mobilisent à Paris ce vendredi avec la question du soir. Et oui, on vous pose cette question. Êtes-vous choqué qu'en pleine canicule, les ambulances fassent grève? Pour réagir, appelez-nous au 0826 300 300 et sur nos réseaux sociaux, déjà beaucoup de réactions. Selon notre sondage YouTube, 69% des votants se disent choqués. On a Fabrice par exemple qui dit « On comprend bien leur position, mais les malades sont plus importants, c'est pourquoi il faut choisir un moment plus aiguisé. » Et à l'inverse, Fausse News nous dit « Je suis désolé, je les comprends. » Allez, merci beaucoup Quentin, on vous retrouve dans quelques instants. En attendant le journal et puis la météo, très importante la météo en ce moment, même si tout le temps c'est important. Si vous voulez nous appeler 0826 300 300, nous sommes avec vous et en veille jusqu'à 19h au moins. Allez, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Si vous allez travailler sous cette chaleur, bien entendu, bon courage à tous les boulangers, tous ceux qui travaillent déjà dans la chaleur. Avec Philippe Bilger qui était avec nous aujourd'hui. Ça va Philippe? Ah, très bien. Il a ses copains. Philippe, il est content. René Chiche, journaliste pour le citydesbooks.com et pour Galaxy TV et de mauvaise foi. Ça va super, Cécile. Avec Bruno Pomar aussi, qui est avec nous. Et tout de suite, c'est le réquisitoire. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et donc, suite au test antidrogue au gouvernement, le Premier ministre ne souhaite pas publier les résultats du dépistage antidrogue de ses ministres et de leur cabinet. Absolument, ma chère Cécile, mais avant, si vous me permettez de vous remercier, parce que ça n'est pas rien, d'oser, grâce à vous, poser mon fondement sur le postérieur illustre de Philippe David, qui est en train de vivre un congé climatique. Mais grâce à vous, j'ai eu la chance de faire un seul contre tous qu'avec Bruno, nous avons dominé, et de répondre victorieusement à quelqu'un qui fait dans le paradoxe même le plus inepte. Oui, il est en forme. Mais c'est autre. Ouais. Alors, sérieusement. Vous ne perdez rien pour attendre. Dépistage de stupéfiants au sommet de l'État. Le gouvernement ne rend pas public les résultats. Et je pense qu'il a raison pour la raison suivante. C'est que, autant j'approuve absolument le Premier ministre d'avoir osé faire ces dépistages pour les ministres, pour les membres de cabinet et pour les hauts fonctionnaires. Et évidemment, lorsqu'ils sont positifs, il a indiqué que ces personnalités seraient exclues du champ public. Eh bien, autant je crois qu'il a également raison lorsqu'il affirme qu'il ne faut pas rendre public ces résultats. Pour deux raisons. D'abord, il indique « nous ne sommes pas la justice ». Et c'est évident. C'est-à-dire que le résultat brut du dépistage de stupéfiants ne peut pas permettre en réalité de diffuser publiquement une nouvelle qui va porter atteinte profondément et globalement à la réputation des mises en cause. Mais surtout, j'ai un autre argument que j'espère décisif, c'est le fait que lorsque le Premier ministre indique qu'ils ne sont pas la justice, il a totalement raison sur le fond. Imaginons ces êtres à l'égard desquels le dépistage de stupéfiants a été positif. Eh bien, certes, ils ne méritent plus de travailler dans la fonction publique pour aller vite, mais s'ils étaient traduits en jugement, ils pourraient invoquer un certain nombre de circonstances, d'éléments de personnalité, voire d'excuses, d'atténuation de responsabilité qui,
conduirait peut-être une juridiction à être indulgente à leur égard et peut-être certes à les sanctionner, mais à n'être pas aussi brutal dans le décret que lorsque tout simplement on a un dépistage positif. Donc il est humain, le Premier ministre, il est humaniste et je crois qu'il respecte profondément la différence entre l'institution judiciaire et le décret de l'État qui a bien fait tout de même de dépister. Monsieur Pomar. Moi, je trouve très indulgent Philippe Bilger. Habituellement, il est très arrêté sur les sujets. Et puis, c'est un homme de justice, donc il est capable de taper du poing sur la table. Et là, j'ai l'impression qu'il met une forme d'indulgence à l'égard de tout ce qui nous gouverne, de tous ces élus qui devraient avoir une probité totale. Et je trouve que quand on voit, tiens, il y a 2 jours, je crois, le patron de la Cour des comptes régionale des comptes d'Île-de-France, qui a été pris dans une soirée Chemsex, etc. Son nom est sorti, tout est sorti. Il est dégagé de sa fonction. Il l'a remis ailleurs, d'ailleurs. Bon, enfin bref. Moi, je trouve... Il n'est pas révoqué, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Vous êtes très indulgent à l'égard de ces gens-là parce que le gouvernement, au même titre que les députés d'ailleurs, on a vu l'affaire Kerbrat, pareil, là, doivent être exemplaires. On a besoin dans cette société de gens. Et les afficher, moi, ça ne me dérange pas, je vais vous dire. Même si je ne suis pas la justice, les afficher, dire c'est un tel qui a commis ces infractions, en fait, ben je trouve que, encore une fois, très sincèrement, je vous trouve très indulgent à l'égard de ces gens. Même si, encore une fois, c'est pas les médias qui doivent faire la justice ou quoi, mais il faut le dénoncer, il faut les mettre, au pilori, montrer que c'est inacceptable d'avoir des gens à ce niveau-là qui montrent pas l'exemple, parce que ces gens-là, quelque part, ils nourrissent le narcotrafic. Ils nourrissent tout un tas de gens. C'est-à-dire les gens qui tuent. Donc moi, je ne peux pas accepter ça. Donc je m'en fous de les mettre, je dirais, au public devant le fait accompli. René Chiche. Bah oui, je suis d'accord avec Bruno, mon cher Philippe. Je ne comprends pas la clémence que vous pouvez avoir par rapport à cette proposition de Monsieur Lecornu. En plus, il se piège lui-même. Il a annoncé qu'il allait faire des tests antidrogue de ses ministres, etc. Et il a raison. D'accord. Bah oui. Bah après, il dit s'ils ont effectivement été positifs, on les exclut. Bah, on va donc connaître leur nom puisqu'ils vont être exclus. On ne les rendra pas publics. Mais attendez, j'ai pas fini. Pardon. Non, je vous en prie. Non, mais on va pas les rendre publics. Mais si tout d'un coup, dès demain, Monsieur Lecornu dit Monsieur Duchemol, Madame Duchemol ne fait plus partie de mon gouvernement, bah on va comprendre que c'était. Bah d'accord. Bah alors, donc ça n'a pas de sens sa proposition. C'est une énorme différence. Je réponds à Bruno, mais c'est tout de même extraordinaire, Bruno, que votre souci, après qu'on a dépisté positivement des hauts fonctionnaires qu'ils sont exclus de leur activité professionnelle, de vouloir qu'ils soient cloués au pilori sans le recours judiciaire où ils pourraient invoquer un nombre de choses considérables. Vous êtes très indulgent. Mais Bruno, imaginons que ça vous arrive, vous plaisantez. Au-delà des hauts fonctionnaires, imaginons que vous fassiez, vous, un jour, ça n'est jamais arrivé, sérieusement, ou moi, dans ma vie de magistrat, un acte qui peut être qualifié immédiatement de transgression professionnelle. Il faut l'assumer. Eh bien non, il faut pas. J'aimerais bien qu'après, si on invoque une infraction pénale de ma part, on ait l'honnêteté de me faire passer devant une juridiction. Enfin, vous êtes... je vous trouve très... Mais j'entends, vous êtes un homme de justice, je comprends. Mais pas indulgent. Mais si, c'est de l'indulgence, c'est une forme d'indulgence. Mais en quoi c'est de l'indulgence? Parce que, encore une fois, ces gens-là sont payés par nous, par nos impôts, ont des responsabilités et doivent être totalement exemplaires. Donc, il n'y a aucun cadeau. Mais c'est ce que je vous dis. Mais non. Mais Bruno, vous voulez qu'avant de démontrer la faute, on les vire d'emblée. Mais non, mais attendez, c'est pas Bruno ou moi qui voulons les virer. Vous venez de dire, mon cher Philippe, que Monsieur Lecornu avait dit que si des ministres, alors je parle pas des fonctionnaires, je parle des ministres, se révélaient positifs au test antidrogue, ils devraient quitter leur fonction. Vous êtes bien d'accord? Vous reprenez la même erreur, René. Le sujet que m'a proposé Cécile, ça n'est pas de discuter cela. La circulaire du 16 juin de Lecornu est très exacte. Oui. Mais la grande différence et controverse entre nous, c'est que je considère que lorsqu'on veut réellement condamner et rendre public des résultats, il faut qu'une juridiction les condamne. Oui, mais là où ce qu'ils veulent dire,
c'est que de toute façon, si effectivement un ministre est drogué et qu'il est limogé, en tout cas du gouvernement, on le saura. Bien sûr, ma chère Cécile, mais ce ne sera pas pénal. Ah non, non, parlez et pas de ça explique. Excusez-moi, mon cher Philippe, vous noyez un peu le poisson, là. Mais non, c'est le sujet proposé par Cécile. Ça explique pourquoi le Premier ministre a raison de ne pas rendre public les résultats. Eh bien voilà, merci beaucoup, messieurs. La bonne nouvelle, c'est dans un instant, si vous étiez ministre, ce sera le Premier ministre. Tiens. Ah bon? Oui. Jean-Paul de Toulouse sera notre Premier ministre. Respect. Il a des propositions à nous faire. On monte en grade. Allez, on monte en grade. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Site de Minibus. Soyez les bienvenus, les vraies voix jusqu'à 19h avec les tontons flingueurs. Aujourd'hui, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, René Chiche, journaliste pour le site idbooks.com et Galaxy TV, et Bruno Pomar, ancien membre du RAID. Mesdames et messieurs, c'est officiellement que j'annonce si vous étiez ministre. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et le premier de tous les ministres, puisque Jean-Paul de Toulouse est nommé Premier ministre ce soir. À quelle heure? Nous, c'est 18h16 en ce vendredi. Monsieur le Premier ministre, pardon, bonjour. Oui, bonsoir Cécile et bonsoir à toute l'équipe. Bonjour. Merci. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté. On vous écoute. Merci beaucoup pour cette nomination. Qui vous honore, bien sûr. Qui m'honore, qui me fait plaisir, mais qui sera marquée par un symbole. Donc, en tant que bonapartiste, mon symbole sera le sabre. D'accord. Donc dans les mesures, dans les 3 mesures que je préconiserai, la première concernerait la formation d'un gouvernement. Oui, j'ai le retour qui perturbe un peu, mais ça, c'est pas grave. Donc, formation d'un gouvernement. Un gouvernement restreint. Depuis plusieurs gouvernements, on a 36, 40 ministres. Au temps de Hollande, on avait parlé d'Ali Baba et les 40 voleurs. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 36 ministres ou 40 ministres dont on ne connaît pas les noms et qui ne foutent rien. Donc, moi, pas tous. Certains travaillent, oui. Alors là. Il est radical. Allez-y, monsieur le Premier ministre. Donc, dans les sept ministres, je mettrai les thèmes suivants. La défense et les affaires étrangères. D'accord. Les ressources. Donc, ressources, ça signifie énergie, eau, transport, etc., matières premières. Donc, je mettrai la santé. En troisième, je les ai pas mis dans l'ordre, hein, c'est noté comme ça rapidement. Allez-y. Donc, économie et finances, enseignement, patrimoine et culture française. Donc, c'est très important. Donc, c'est en train de foutre le camp. Donc, il s'agirait de se réveiller un peu. Et donc, le 7e serait l'industrie et la recherche. D'accord. Ah oui, c'est très réduit. Oui. Donc, c'est très réduit, mais donc avec des gens qui doivent travailler. Avec obligation de résultat. Et non pas obligation de présence. Et alors, en disant ça, évidemment, moins de ministres, moins de cabinets ministériels, ça veut dire que vous décentralisez un peu plus le pouvoir aux régions, par exemple? Oui, ça, on va y venir après. Donc ça, c'est dans la troisième mesure. Donc dans la deuxième mesure, et là, donc, je mettrai un plan en demandant. Monsieur le ministre, il a été censuré par l'Assemblée. Il a été censuré. Il y a un petit problème. Vous êtes là, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre? Oui, toujours là. Allez-y. Donc, deuxième mesure et troisième mesure, parce qu'il nous reste plus très peu de temps. Donc, deuxième mesure, réduction drastique des dépenses. D'accord. Donc, tous les organismes, la centaine d'organismes là, qui nous coûtent une centaine de milliards par an. Donc, d'accord. Afuera, ça dégage. D'accord. L'immigration. Les comités Théodule, vous voulez dire? Et le comité Théodule, celui qui ne sert à rien. Et d'ailleurs, je mettrai le Conseil constitutionnel dans la même barque, qui ne sert à rien. Ah d'accord, ok. C'est le ménage de printemps, allez-y. Donc, grand ménage, oui.
la chasse à la fraude sociale et fiscale. La fraude sociale nous coûte dans les 70 milliards. Il faut quand même pas oublier qu'il y a 80 milliards de cartes vie. 80 millions, de cartes vitales en France, avec une population de 67 millions, total, enfants et adultes confondus. Alors, il nous reste 30 secondes, Philippe Bilger, vous voulez... Comment ferez-vous pour remettre la Constitution sur de bons rails, c'est-à-dire donner le pouvoir au Premier ministre en évitant que le président prenne tout? C'est une question que je n'ai malheureusement pas envisagée, mais qui est à voir. Ah, d'accord. Donc le troisième point que je voulais citer, c'était donc un plan de réorganisation. À l'heure actuelle, au niveau France, on a plus de 600 000 élus. C'est-à-dire qu'on a un élu pour 120 habitants. Donc des députés, on en a 950, des députés européens, je ne sais pas combien on en a. D'accord, donc ça veut dire que vous voulez écrémer aussi le nombre de députés, c'est ça? Bien sûr. D'accord, d'accord. Non, ça c'est bien sûr. Et donc ensuite, les niveaux de on n'a plus le temps, Jean-Paul. Tout ramener à 3 niveaux. D'accord. Local, régional, national, comme en Angleterre. D'accord. Eh bien écoutez... Il restera... Non, mais ça va faire un peu de ménage. Ça va changer. C'est un peu de ménage. Ça va changer. Il restera Sud Radio. Mais exactement. Il restera. Vous nous gardez, monsieur le Premier ministre? Tout à fait. Absolument. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci. En revanche, les 3 derrière, bam, terminé. Autour de cette table, c'est fini. À Fouera. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Merci d'avoir en tout cas joué le jeu, Jean-Paul. Bon retour à Toulouse, même si vous n'êtes pas parti, mais passez en tout cas un très bon week-end. Merci d'avoir joué avec nous. Et tout de suite, c'est qui l'a chanté? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Qui l'a chanté? Disparu, Brian Jones, Jim Morrison. Oui, bravo. Ex-fan de 60s, petite baby doll. Pas mal. Ah non, c'est pas mal, c'est pas mal. René One Point, voilà, Philippe Beat, voilà, c'est ça. Qui l'a chanté? Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson et de mes rêves. Aimé, je t'aime, le meilleur de moi-même jusqu'au moindre frisson. Ça doit être Cabrel, ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout, très bien. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Un homme? Oui. Ah. Il est belge. Ah ben, c'est Adamo. Catherine. Adamo. Ah oui, Adamo. Philippe Catherine, il est pas belge. Ah, elle est belle cette chanson, j'adore. C'est ma vie. C'est celle que j'ai choisie. C'est ma vie. Il a fait une très belle chanson. Oui. Qui l'a chanté? Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Jodassin. Non. Cabrel? Non, il a une grosse moustache. Et Grosse moustache. Moustaki. Avec oui. Le Métèque. Ah oui, j'adore. Je savais pas les paroles, mais c'est dur, hein. Avec mes yeux tout... Qui l'a chanté, pardon. On a tous dans le cœur le ticket pour Liverpool, sortie de scène hélicoptère pour échapper à la foule. Woolsey, non? Et Laurent Woolsey, Rock Collection. Et 2 points pour Philippe Bilger. Et les amis, une autre, sa façon d'être à moi, sans jamais dire Cabrel. je t'aime, c'est rien qu'au cinéma, c'est que Julien Clerc. du pareil au même, absolument pas. Pas Julien Clerc, absolument pas. C'est sa façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime. C'est rien qu'au cinéma, mais c'est du pareil au même. C'est un homme ou une femme? C'est une femme. Une femme. C'est une femme qui a une voix un peu rauque. Listinguette. Non, pas du tout. Eva. Beaucoup plus jeune. Une rauque française. Eh ben, je vous fais écouter, les amis. Ah, Patricia Cass. Qu'on l'entend. Écoutez donc, qui l'a chanté. Si tu manquais de quoi que ce soit, tu peux toujours compter sur moi en attendant que tu retravailles. Je sais que tu peux t'en sortir, tu vas me faire plaisir de te jeter dans la bataille. Michel Delpech. Exactement. J'adore ce chanteur. Ouais, j'adore. Il est très belle. Mélodie. Super. Et là, René, 2 points pour René. Yes. Vous êtes prêts ou pas? Yes. Oh là là, la vie en rose, la rose qu'on nous propose.
Non. Pas du tout. Ah, pardon. Alain Souchon. C'est Alain Souchon. Mais tu l'as dit. Et c'est René qui mène toujours pour l'instant. 3 points. Qui c'est qui l'a chanté et ce sera la dernière de cette soirée. Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve tout ce que j'aime. Tu me fais vivre une petite indication, ma chère Cécile. C'est un homme ou une femme? C'est un couple. Un couple. Oui. Non, l'autre, là, les deux, là. Jean-Pierre Bidule, là. Comment il s'appelle, là? Chagrin. Ah, voilà. Peter Sloan. Voilà. Ah, ben non, mais. Peter et Sloan, besoin de rien, envie de toi. Non, mais attendez, excusez-moi. Oui, mais on met la musique et après on dit. Non, c'est Bruno qui a. Arrêtez, René Chiche. À chaque fois, vous faites pareil. Mais non, s'il y a la musique. Alors, il y a une égalité parfaite entre René et Bruno. 3 points et 1 point pour Philippe Bilger. Je suis désolée, Philippe. Faudra... Philippe, retournez ce week-end au karaoké. C'est supportable, ce René Chiche. Oui, mais il est là pour ça. Hein. Il est là pour vous taquiner un petit peu. Les chers amis, dans un instant, la question du soir, on va revenir sur ces transporteurs sanitaires privés qui suspendent leur blocage en région et se mobilisent ce week-end à Paris. Vous voulez bavarder, j'allais dire, réagir ou bavarder 0826 300 300. Êtes-vous choqué qu'en pleine canicule, les ambulances fassent grève? On en parle dans un instant. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio, Cécile de Ménibus. Et nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, René Chiche, Bruno Pomar et vous, 0826 300 300. C'est Zach qui vous attend, bien entendu. Si vous voulez commenter et débattre avec nos vraies voix, parlons vrai. On peut tous dire autour de cette table. Dans un instant, les transporteurs sanitaires privés suspendent leur blocage en région et se mobilisent à Paris ce vendredi. Quentin, la question du soir et surtout beaucoup de messages. Et oui, on vous pose cette question. Êtes-vous choqué qu'en pleine canicule, les ambulances fassent grève? Et comme vous le disiez, Cécile, beaucoup de réactions. On a Fabrice, par exemple, qui nous dit « On comprend bien leur position, mais les malades sont plus importants. C'est pourquoi il faut choisir un moment plus aiguisé. » Et à l'inverse, on a Jocelyne qui nous dit « Oui, je les comprends, c'est le seul moyen pour qu'ils se fassent entendre. » Merci Quentin. Tout de suite, c'est la question du soir. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. Nous, à la CGT, nous estimerons pas satisfaits tant que nous n'obtiendrons pas ma satisfaction. Je sens que je vais craquer. Mais moi, je sens que je vais devenir fou. Les vraies voix Sud Radio. Et les transporteurs sanitaires, êtes-vous choqués qu'en pleine canicule, les ambulances fassent grève, Philippe Bilger? Ah oui. C'est clair. Alors bien sûr, je ne veux pas donner l'impression que seule cette corporation a un comportement indécent dans les chaleurs et la canicule que nous vivons. Il y en a d'autres qui parfois m'indignent de la même manière. Mais je pense que dans leur cerveau, heureusement, le fait qu'ils aient une repentance et ils ont compris qu'il y a des choses qui ne se font pas. Malgré la légitimité d'une action syndicale, il y a quelque chose qui doit être au-dessus. C'est une forme de morale supérieure. Lorsqu'un peuple est véritablement dans une canicule et qu'on a besoin de tous les services, eh bien, on abandonne ce qu'on a prévu. Ils l'ont très bien fait. Alors, juste une petite info. Les tarifs de l'urgence préhospitalière sont gelés à 64 € de l'heure depuis 2018, avec une inflation qui a augmenté depuis 30% depuis 2020. Aucune entreprise ne peut aujourd'hui, et c'est ce qu'ils disent, durablement avoir un tel écart entre les coûts et les recettes. Et c'est vrai que c'est un peu ras-le-bol. Alors, on peut saluer quand même leur responsabilité pour aujourd'hui, puisqu'ils n'ont été que devant le ministère de la Santé. Désistement, quoi. Voilà, exactement. Donc ça, on peut déjà leur tirer un coup de chapeau, entre guillemets, mais enfin, montrer qu'ils sont responsables. Maintenant, leurs revendications sont louables. Ouais, exactement, sont légitimes. Hein. Ce ne sont pas des professions faciles. On ne gagne pas beaucoup d'argent dans ce métier. Un maillon essentiel au secours. Bon, ils ont quand même menacé de reprendre leur mouvement très rapidement. Alors si la canicule, comme j'ai l'impression, va s'estomper là,
demain, quoi, même paraît-il. Est-ce qu'ils vont reprendre leurs menaces, enfin mettre leurs menaces à exécution peut-être dans 2 ou 3 jours? On n'est pas à l'abri. Alors, comme l'a dit si justement Philippe, c'est vrai que cette profession ne peut pas, parce que c'est un métier tellement à la fois noble et essentiel, ne peut pas non plus s'empêcher de revendiquer, d'avoir des revendications légitimes. Donc moi, ça me choque. Mais aujourd'hui, on peut plus dire que ça me choque puisqu'ils ont renoncé à leur mouvement. Donc c'est déjà bien. Non, ils n'ont pas renoncé au mouvement. Ils étaient en région, ils sont à Paris, devant le ministère de la Santé. Voilà. Mais au départ, ils voulaient carrément bloquer même les sorties d'hôpitaux et tout. Bien, donc bien voilà, exactement. Mais maintenant, moi, ils ont quand même mobilisé un nombre de véhicules important. Voilà, exactement. Mais je trouve qu'ils ont le droit d'exiger des choses parce que c'est une profession comme une autre. Ils ont le droit. C'est un droit constitutionnel de manifester dans tous les sens du terme. Ok, pas de problème. Là, je trouve que c'est, à mon sens, totalement irresponsable d'avoir fait ça. Voilà, je le dis très sincèrement. Je les ai vus ce matin. Moi, je partais à 8h sur le périph'. Là, il y en avait une centaine qui bloquaient le périph'. Et il y a des gens qui vont travailler et qui font des métiers aussi importants. Donc là, déjà, ils ont gêné. Mais je trouve que, compte tenu du contexte que nous vivons actuellement, c'est un peu irresponsable. Je pense que tout ça, ils auraient pu le faire. On verra jamais les policiers faire ce genre de truc. Là, je prends l'exemple d'eux parce que c'est la maison que je connais. Ils souffrent, nos policiers, dans des conditions terribles, avec peu de moyens, et ils sont là sur le terrain à bosser. Il y a un temps pour manifester, et je crois que quand on est dans une période comme celle-là, il faut être un peu plus responsable, et je trouve qu'ils ont déconné. En même temps, Cécile, si vous le permettez, il y a des professions qui sont très éprouvées, René l'a dit, et qu'on n'écoute pas en réalité, et parfois elles n'ont que la possibilité de vouloir bloquer dans une période précisément exceptionnelle. Avec un éclairage particulier. Gérald est avec nous de Courson-les-Carrières. Bonsoir Gérald. Bonsoir à tout le monde et bonsoir Sud Radio. Bonsoir. Bienvenue. Est-ce que vous êtes choqué finalement avec cette question qu'en pleine canicule les ambulances puissent faire grève? Oui, absolument. C'est pas le moment, très honnêtement. Ils peuvent faire grève. Ils ont des revendications, ils peuvent les faire, mais pas pendant des périodes comme celle-là où on a besoin effectivement de tous les corps de métier, notamment corps de métier soignants, ambulants, soignants, infirmières, etc. C'est franchement dommage de profiter d'une canicule qui risque de mettre en danger des patients. Voilà, moi je suis absolument... Alors, je comprends qu'ils aient des soucis, je comprends qu'ils aient des conditions de travail difficiles, mais ça ne veut pas dire que ce sont les plus malheureux. Or, s'ils veulent faire quelque chose, ils le font, mais après une période de canicule qui aura diminué. Voilà, ce serait pas mal. Et puis, vous savez, ce qui me gêne vraiment, c'est qu'on est encore sur du corporatisme. C'est-à-dire que il y a beaucoup de problèmes avec les soignants, avec tous les corps de métier de soignants, ASH, soignants, infirmiers, médecins. Et puis ça bouge pas. Et là, c'est là où c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Voilà. Mais vous pensez pas que, Gérald, que c'est peut-être aussi pour eux une façon d'apporter un vrai éclairage, c'est-à-dire qu'ils auraient fait ça au mois de février, finalement personne n'en aurait parlé. C'est aussi une façon de se dire que depuis 2018 ils se battent, il se passe rien, on est en 2026. De mettre la pression. De mettre la pression. Donc il faut bien qu'à un moment donné aussi ceux qui s'engagent au quotidien pour les patients puissent aussi être rémunérés correctement. Mais c'est une question vous avez soulevé un très gros lièvre. C'est-à-dire que, effectivement, comme je le disais il y a quelques secondes, les corps de métier qui souffrent ne sont pas écoutés. Beaucoup de corps de métier ne sont plus écoutés. Les grèves, très honnêtement, moi j'en ai fait en tant que personnel soignant, ça n'a jamais rien donné. Parce qu'il y a quoi? Il y a un manque de solidarité. Or, là, je comprends leur souci. Ça fait des mois, voire des années que ça ne bouge pas. Mais là, dans cette période de canicule où il y a certainement des gens en danger de mort, moi j'ai pas peur de le dire. Il y a des gens dans cette période-là entre 35-40 degrés par jour. Faire la grève et poser des revendications, c'est peut-être pas le moment. Après la canicule, oui, mais pas pour l'instant. Oui, c'est ça. Là, vous dites la revendication, oui, même fondée. En cette période, c'est compliqué. Bruno Pomar.
Non, mais encore une fois, je fais la comparaison d'ailleurs avec la SNCF quand la CGT se fout à faire les grèves au moment où il y a les départs en vacances. C'est pareil, c'est totalement inconscient, irrespectueux. Sauf que là, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu de mortalité. Tu as raison, mais là, il y a des enjeux de santé et même de sécurité, parce qu'on a besoin des ambulances pour pouvoir évacuer les gens. Et donc, si à un moment donné, les hôpitaux n'ont pas cet élément-là pour aujourd'hui en particulier, ça peut ça peut faire des dégâts. Donc, je trouve très sincèrement que c'est totalement irresponsable. Alors, ils sont revenus un petit peu en arrière, je crois, là, ça a l'air de s'arranger. Mais est-ce que pour autant ils vont être écoutés par le gouvernement ? Vous savez, c'est pas qu'ils ont fait. Ils ont mobilisé. Ils ont reculé des véhicules pour aller. Voilà. Ils ont quand même pas fait grève, donc ils ont compris quand même qu'il y avait un enjeu sanitaire. Voilà. Oui. Et puis ils n'en abusent pas. Voilà, contrairement. Et d'ailleurs, et comme vous l'avez dit, Cécile, effectivement. Le fait de se mobiliser de cette façon, en reculant sur le fait de faire grève qu'ils n'ont pas fait, donc ça c'est quand même bien, ils ont été reçus par la ministre cet après-midi. Absolument. Donc c'est déjà un point pour eux. J'espère, je ne sais pas si leurs revendications seront retenues, mais je pense que oui. Je pense que oui, parce que je pense que quand même le ministère va prendre conscience quand même que ce métier est vraiment essentiel et qu'il faudrait. Mais toute la chaîne en fait, vous vous rendez compte que toute la chaîne, c'est-à-dire que du départ du patient jusqu'à l'arrivée à l'hôpital, il y a une chaîne de filière qui souffre en fait. Chacun défend sa chapelle, mais ce que disait très justement Philippe Bilger, évidemment, ça n'a rien à voir avec la SNCF qui est toujours en grève dès qu'il y a un truc. Donc eux, effectivement, ça fait un moment que ça dure. Oui. On peut peut-être, je suis un peu plus indulgent que je l'ai été depuis le début. On l'a fait changer d'avis. Christophe qui nous appelle de Marseille est avec nous. Bonsoir Christophe, bienvenue sur Sud Radio. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Écoutez, ça va, je suis demain, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Marseille, il y a de l'air, nous, c'est pareil. On mange moins, on maigrit, on aura au moins un beau corps pour l'été. Hein. Avec les glaces et les barbecues, je sais pas, mais on va essayer. Pourquoi vous me regardez quand vous dites un beau corps Parce que vous êtes corps au pied. Vous êtes très beau de dos. Christophe, on vous écoute. Oui, donc c'est au sujet par rapport à la canicule et à la grève des ambulanciers. Oui, bien sûr. Après, c'est tout à fait compréhensible. Ça fait des années que les ambulanciers, on est corvéables. On nous demande à chaque fois de faire tout et n'importe quoi. C'est ça. On l'a prouvé notamment dernièrement, enfin c'est pas pour reparler du passé, mais pendant le Covid, où on devait être reconnu soignant, on devait avoir des augmentations, on devait avoir plein de choses par rapport à Monsieur Véran qui nous avait promis plein de choses, mais on n'a toujours rien. Alors Christophe, parce que tout ça, forcément, on n'est pas tellement au courant, c'est-à-dire que toutes les promesses sont vaines, en fait. Vous n'avez rien eu du tout. La seule chose qu'on a eu, c'était pour les ambulanciers hospitaliers, parce qu'il faut savoir qu'il y a les ambulanciers du privé et les ambulanciers hospitaliers. Oui. Les ambulanciers du privé sont à peu près 55 000 en France, malgré qu'il en manque encore 15 000. Ils sont à la peine pour les recruter, parce que c'est un gros turnover, malheureusement, c'est des métiers qui restent pas très longtemps. Ah oui. Dans le public, on est à peu près entre 2500 et 3000. Et après, vous avez aussi les ambulanciers SMUR. Vous avez 3 catégories d'ambulanciers. D'accord. Et donc, qui aujourd'hui a bénéficié peut-être d'une aide de l'ancien ministre Olivier Véran ? La seule chose qu'on a bénéficié, et ça m'a fait rire, c'était les 183 € du Ségur là, pour ceux qui travaillent dans l'hospitalier, et notamment moi qui en fais partie, qui travaille au SMUR de la Timone. D'accord. Donc en tant qu'ambulancier du Samuel Atumon, mais c'est tout. Ça faisait plus de 20 ans qu'ils nous avaient gelé notre point d'indice, mais c'est tout ce qu'on a bénéficié. On a essayé d'augmenter le diplôme, de faire passer le diplôme à 1 an pour qu'on soit plus compétent et pour qu'on passe en tout ce qui est, on va dire, parce que c'était pas de niveau bac, donc pour avoir une augmentation de salaire, ça a été refusé. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont passé soignants, ils ont enlevé le mot conducteur, ça leur a coûté 0 € et à l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours rien. Oui. Oui, c'est ce qu'on. Donc on travaille avec la canicule, on travaille avec le Covid, on nous demande bientôt il va y avoir ce qu'on appelle les UMHP, c'est les unités mobiles préhospitalières. Ah oui. C'est-à-dire que l'ambulancier avec l'infirmier pour pallier au manque de médecins va intervenir sous pas mal d'interventions, enfin qui sont protocolées, qui sont bien étudiées, tout ça. On part pas n'importe comment avec n'importe qui. Mais du coup on va être au contact du patient, on va être en première ligne et on est toujours pas reconnu, on n'a toujours pas d'augmentation, on n'a toujours rien. Alors moi j'adore votre témoignage. J'adore avec tout ce qui se passe, se mettre en grève, c'est compréhensible. Absolument. Et c'est vrai qu'on a fait changer d'avis Bruno Pomar et c'est vrai que c'est important en tout cas. Vous êtes tellement important dans cette chaîne du médical. Et ben vous savez quoi, c'est que je vais proposer à François-Olivier Bourneau et Philippe David à partir de lundi entre 19h et 20h, peut-être de revenir sur ces ambulanciers et de leur donner la parole. Comme
ça vous fera un petit peu de pub. Et qui sait, peut-être que le poids de Sud Radio fera que les choses peuvent changer. En tout cas. Et il est très bon. Il est très bon. Et, pas vindicatif, impeccable. Et on va vous garder, Christophe, pour lundi, si vous êtes dispo à partir de 19h. Voilà, et on traitera ce sujet. Merci en tout cas d'avoir appelé. Merci pour votre témoignage. Merci Gérald. Faites attention à vous aussi, bien sûr. Dans un instant, Daniel Herrero sera avec nous, Cyprien Bétou. Ils vont répondre à toutes nos questions, et aux vôtres, dans une libre antenne. Ils seront avec nous dans quelques instants pour nous raconter cette libre antenne, parce que c'est la veille de la finale du top 14. Voilà, c'était Toulouse, c'est Toulouse, Montpellier, et on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus. Et c'est la dernière ligne droite avec Philippe Bilger, René Chiche, Bruno Pomar et Cyprien Bétou est avec nous. Ça va, Cyprien ? Bonsoir à toutes Bonsoir. et tous. Daniel Herrero est forcément à un moment donné quelque part. Il est en train de chauffer les épaules dans les locaux de Sud Radio là. Prêt à en découdre. Libre antenne ce soir entre 19h et 20h, bien entendu, sur cette finale qui arrive demain soir à 21h du top 14. Exactement, Toulouse-Montpellier, le premier et le deuxième de la phase régulière qui s'affrontent demain au Stade de France à 21h. Et Daniel, qui commentera avec François Thiriot demain, est avec nous pour répondre à vos questions, auditeurs et fans de rugby sur Sud Radio, évidemment, pendant 1 heure. N'hésitez pas à l'appeler, il répondra, il essaiera de faire court, mais en tout cas Daniel est bien présent dans les locaux de Sud Radio. Avec un favori encore, Toulouse, parce qu'il a mené quand même la saison. Ouais, ça peut être 4 à la suite pour Toulouse. Il l'avait fait en 94, 95, 96, 97 et il pourrait égaler ce record-là. 4 à la suite, pourquoi pas pour les Toulousains. Ou alors Montpellier, la dernière fois c'était en 2022. À vivre demain sur Sud Radio, évidemment. Ils ont fait une belle saison, Montpellier. Oui, c'est premier et deuxième. Ouais, premier et deuxième, les deux ont fait une très belle saison. C'est la meilleure défense Montpellier, la meilleure attaque Toulouse. Ça va être un choc quoi qu'il arrive à vivre. Ouais. Moi je veux que Montpellier gagne, c'est mon pote Bernard Laporte. Il y a à moins Toulouse, juste un petit mot sur le rugby. Qu'est-ce qui fait que l'un ou l'autre, sur quoi on peut se dire que peut-être Montpellier meilleure attaque en tout cas pour nos amis toulousains, et en face la meilleure défense, je pense que là ce qui va jouer évidemment pour Toulouse, c'est qu'ils ont joué les 8 dernières finales qu'ils ont fait en top 14. Toulouse c'est un 100%. Les 11 dernières finales Champions Cup, Coupe d'Europe et Championnat, c'est 100% pour Toulouse. Ils savent gagner, ils savent jouer les moments important. Montpellier, il y a moins d'expérience et donc du coup c'est peut-être ce qui va pêcher pour eux samedi, mais ils ont déjà gagné un titre cette saison, ils ont un groupe qui a vraiment envie de marquer l'histoire, donc réponse demain, c'est plus 50-50 qu'on ne le pense. Et sur les feuilles de match ? Et sur les feuilles de match, c'est les mêmes compositions que pour les demi-finales. Thomas Ramos est sur le banc, Antoine Dupont, Romain Tamac du côté de Toulouse, et on trouvera les jeunes, Lenny Nouchi par exemple, ou encore Auguste Cadeau du côté de Montpellier. Thomas Ramos, c'est 50-50. Thomas Ramos est sur le banc, je crois. Mais il revient de blessure, donc on fait confiance aux 15 types, et puis quand on termine avec Thomas Ramos, c'est pas trop mal. Dupont est génial. Mais moi c'est Thomas. Ramos il envoie du lourd. Oui, c'est pas trop compliqué le choix à faire entre Thomas Ramos et Antoine Dupont. On fait quoi qu'il arrive un bon choix. Exactement. En tout cas, vous retrouverez dans quelques instants Daniel Herrero, aussi bien Cyprien Bétou, 0826 300 300. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et demain, vous retrouvez notre dispositif exceptionnel Sud Radio pour revenir sur la grande finale et bien entendu des réactions de 18h jusqu'à minuit. Et ça, c'est le rugby. Je le fais bien, Daniel. Je pourrais pas le faire mieux. Le rugby. Mais reste avec nous. On te prend pour les imitations. Ah oui. Je pensais qu'il allait dire parce que on aime bien. Pour l'expertise. C'est ça. Mais je vais faire un peu de cours d'abord. Allez, merci beaucoup Philippe Bilger, merci René Chiche, merci Bruno Pomar, merci Maxime, merci François Louis, merci Quentin et voilà. Et comme au théâtre ce soir, merci ma chère Philippe. Merci beaucoup. Vous passez un très bon week-end. Je vous laisse avec les deux stars de la soirée, Daniel Herrero, Cyprien Bétou. Passez une très bonne soirée, merci beaucoup et prenez soin de vous. On vous retrouve lundi à partir de 17h. Salut, bon week-end.